Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une passion pour le design rétro. Et l'année dernière, pour mon cours de sérigraphie, je me suis amusée à réaliser une mascotte inspirée des cartoons des années 30. Elle représentait une brique de lait géante et serait l'effigie d'un coffee shop ou plutôt d'un bar à lait. C'était à l'époque juste un projet fun que j'ai réalisé en une après-midi sans attention de le développer derrière. Mais j'avoue que depuis quelques mois, l'idée me trotte en tête. Puis je suis tombée au hasard sur la vidéo de Rosa Bonheur qui raconte son parcours sur l'ouverture de son coffee shop latte à Lille. Et bah en fait, je me suis dit que j'avais envie de faire comme elle. Alors je vais le faire. Sauf que ce qui m'intéresse, c'est pas tant le lieu en lui-même en fait, c'est plutôt l'identité de celui-ci. L'identité graphique ou l'identité visuelle, c'est l'ensemble des visuels qui représentent l'identité d'une marque, d'un lieu, d'une entreprise ou d'un événement. Elle est composée de différents éléments, à savoir le logo, la typographie, mais aussi les couleurs ou les icônes. Je suis hyper attirée par les packaging, l'idée de créer un univers à part entière et de construire une identité visuelle vraiment pour une entreprise ou quoi que ce soit. Ça tombe bien parce que je suis graphiste, c'est mon métier. Mais surtout, ce qui me passionne, c'est un peu l'innovation des emballages et comment faire pour que ce soit ludique, attrayant et que ça sorte un peu de l'ordinaire. Il y a tellement d'éléments graphiques à créer dans un café et pour moi, c'est vraiment ça qui va être le plus amusant et que j'avais envie de vous partager. Du coup, on va créer ensemble une identité graphique pour le coffee shop fictif que je me suis imaginé et pourquoi pas lui donner vie après. Premièrement, on part de zéro. Il nous faudra donc trouver un nom, un logo et bien sûr une identité graphique. Mais surtout, des références. J'ai longtemps eu du mal avec ça, surtout en cours ça me faisait clairement chier. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être issu du design graphique, mais qu'on pouvait s'inspirer de tout autour de nous. J'avais déjà une idée de vers quoi je voulais aller. Alors j'ai fait un mood board en enregistrant des photos qui me faisaient vraiment triper sur Pinterest. Après avoir enregistré toutes les images qui me plaisaient, j'ai pris du recul pour voir un peu ce que je voulais. Et au final on peut en conclure que j'aimerais un visuel rétro-minimaliste inspiré des Rubber House Animation. L'animation Rubber House, qu'on pourrait traduire par animation tuyau en caoutchouc, est un style d'animation qui a dominé les premières décennies du cinéma d'animation, notamment dans les années 20 et 30. Ce style se caractérise par des personnages aux membres très flexibles, donnant l'impression qu'ils sont faits de tuyaux en caoutchouc. Ça permet une grande fluidité des mouvements et une exagération des expressions, rendant les personnages particulièrement expressifs et dynamiques. Et d'ailleurs on les reconnaît parce qu'ils ont souvent des gants blancs, et en fait ça permet aux animateurs de bien mettre en évidence l'expression et le mouvement des mains. Ce style a été popularisé par les studios comme Fleischer et Disney, avec des personnages emblématiques tels que Betty Boops, Mickey Mouse et Félix le chat. Et le style Rubber House a maintenant trouvé une nouvelle vie dans le design des mascottes. Une mascotte, c'est un personnage, un animal, un objet animé ou une figure utilisée pour représenter une marque, une entreprise ou un événement. Elle est conçue pour être facilement reconnaissable et mémorable. Elle joue un rôle essentiel dans le design et le marketing. Elle permet de véhiculer des messages complexes de manière simple, engageante, aidant à créer un lien émotionnel entre la marque et son public. Et ça, il y a pas mal de marques qui l'ont comprise, comme KFC, Michelin, M&M's et la plupart des marques de céréales. En fait, on peut voir une mascotte sur beaucoup de marques aujourd'hui maintenant. Elles sont quand même bien installées dans notre culture. Mais ça s'était un peu atténué dans les années 2000 à cause des réseaux sociaux et parce que les marques préféraient mettre en avant des personnes réelles. Cependant, les mascottes reviennent en force ces dernières années et là, je vous invite à aller voir la vidéo de Paul Grotesque qui a vraiment expliqué le pourquoi du comment, les raisons, puis décrit un peu plus ce qu'est une mascotte. Il approfondit le sujet bien mieux que moi. Je vous invite également à ouvrir le livre Mascottes de John Dowling qui parle justement de celle-ci intégrée dans le graphisme, plutôt le graphisme moderne. Le livre est super beau, très complet et je vous invite vraiment à le feuilleter. Ça parle un peu du Rubber House mais ça parle aussi de beaucoup d'autres styles. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le Rubber House Cartoon revient pas mal à la mode dans le design, notamment avec son style attrayant, nostalgique, simple, flexible. L'avantage c'est que ça va vraiment captiver toutes les générations. Ça a commencé à apparaître à l'époque de nos arrière-grands-parents et puis ça a continué d'évoluer avec nos grands-parents, nos parents. Et nous aussi, maintenant, il y a plein de remakes. Parce que la nostalgie, c'est quand même un élément fort qui ne cesse de revenir régulièrement. En fait, on continue vraiment à en voir partout. Maintenant que je sais que je vais réaliser une identité graphique rétro-minimaliste pour un coffee shop ou un bar à lait inspiré des cartoons des années 30, en fait, il faudrait que je trouve un nom parce que ça va me servir évidemment pour le logo et puis pour les histoires de noms déposés quoi. Le naming, c'est toujours la chose la plus compliquée pour une marque parce qu'il faut se démarquer, il faut qu'on comprenne le concept, il faut quelque chose qui n'existe pas déjà, quelque chose de vraiment marquant en fait pour que le spectateur, enfin le client, retienne vraiment bien et se dise ok, c'est pertinent en fait. C'est super compliqué et il faut vraiment bien y réfléchir parce qu'en plus il faut quelque chose dont on ne va pas se lasser d'ici quelques mois. Il faut qu'on soit sûr que c'est quelque chose qui va perdurer
durer et qui va pas se démoder. Bon, là j'avoue que dans mon cas précis, je me suis pas cassé la tête pour le nom, j'ai vraiment été au plus simple parce qu'en plus c'était un truc fictif, que j'ai fait le truc en une après-midi, que je voulais l'imprimer juste pour le fun. J'ai choisi Milky's, on sait de quoi il s'agit. C'était le plus évident, le plus américain possible. Pour le logo, comme je vous l'ai dit, j'avais commencé le projet l'année dernière. J'avais déjà réalisé une esquisse du logo. J'avais donc commencé à gribouiller un petit croquis qui sera plus tard ma mascotte, une mascotte anthropomorphique d'une brique de lait. Elle possède des éléments indispensables des personnages des dessins animés des années 30, des gants blancs, des grands yeux et de grandes chaussures. Alors oui, là il a une sale tête, hein, mais je me suis quand même pas mal rattrapée à la mise au propre numérique, j'étais plutôt fière de moi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une légère texture sur mon dessin, et au début je l'avais gardée, mais vous allez voir par la suite que je vais la retirer, et pour une bonne raison, parce qu'elle va quand même y figurer à l'impression. Pour que ça ressemble à un vrai logo, j'ai ajouté la typographie en la courbant en dessus de la mascotte, ainsi que quelques annotations. Enfin, il y avait souvent ça à l'époque dans les logos en fait. J'ai juste repris les codes graphiques qu'il y avait à cette époque-là. J'ai trouvé que la typo Lemon Milk collait parfaitement avec le style que je recherchais. Ça apporte une touche de modernité tout en restant esthétique, et je sais pas, j'aime bien cette typo, je la trouve belle. J'ai fait une erreur et je me suis rendu compte bien trop tard à l'impression, donc je l'ai corrigé plus tard, mais oups. J'ai aussi fait une autre version du logo, entièrement typographique, qui serait plus facile à intégrer partout parce qu'elle est moins chargée. Une sorte de forme contractée du logo en fait. Puis j'ai encore fait une autre variation avec des contours et une autre disposition. Au final, ça me laisse plus de choix pour savoir qu'est-ce qui collera mieux avec quel support et quelle déclinaison. J'ai dû également choisir des couleurs. J'avais envie de partir sur une bichromie. C'est un choix esthétique, mais c'est aussi une référence au noir et blanc dans les cartons de l'époque. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on va retrouver ce noir et blanc au moment de la pression. Donc j'avoue que c'était plutôt évident pour moi de choisir le bleu, et je suis pas la seule parce que la plupart des marques de lait utilisent le bleu comme couleur dominante. Ça peut supposer la fraîcheur, le calme, l'élevage en plein air. Je voulais vraiment exprimer l'adaptation et la flexibilité par ce logo parce que dans l'idéal, ce café s'adapterait à tout le monde en proposant différents produits adaptés aux différents régimes alimentaires et au goût des gens. C'est aussi pour ça que le choix du Rubber Hose était une évidence. D'ailleurs, en parlant d'adaptation, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes mes vidéos récentes sont sous-titrées. Si vous allez dans les sous-titres YouTube, vous avez les sous-titres en français et aussi en anglais. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que je vais continuer, et en tout cas essayer de continuer dans mes autres vidéos par la suite. J'ai ensuite réalisé les cartes de fidélité. Pourquoi j'ai choisi de commencer par ça? Parce que d'après moi, c'était l'élément qui allait vraiment traduire le plus possible l'identité graphique du lieu. Parce qu'on a le logo, mais on a aussi d'autres éléments comme des formes, de la typo qui va venir alimenter ça. J'avais déjà mon logo et ma police d'écriture, donc ma typographie, mais il fallait que je crée des formes pour venir les compléter et que ça fasse un tout. C'est pour ça que j'ai décidé de m'inspirer des motifs de taches qu'on pourrait retrouver sur les vaches. C'est pas original, mais je fais ce que je veux. D'abord, c'est mon projet, et en vrai, la simplicité, c'est souvent la clé. Au recto, il faut insérer le logo, mais j'avais pas envie qu'on ait l'impression que je l'ai juste posé là. Donc je vais l'adapter au support et je vais y venir y ajouter des éléments. J'ai fait des essais avec mon logo contracté et mes taches dessinées aléatoirement. J'avoue que les tests viennent un peu à l'instinct, j'improvise, j'y vais au feeling, et puis ça a donné quelque chose que j'aimais bien. Et je me suis rendu compte que la mascotte était peut-être plus compliquée à intégrer que ce que je pensais. Je voulais que la mascotte soit présente dans tous mes visuels, mais finalement je crois que je préfère la version sans. Il fallait que je trouve un juste milieu pour l'intégrer sans qu'on sente non plus trop sa présence, donc ça me fait un peu mal au cœur de pas la mettre, vu que à la base c'était vraiment l'élément que je voulais absolument mettre. Donc ça montre que mes idées évoluent, mais ça me rend un peu triste parce que ça montre aussi que j'aurais dû faire les choses au moment où j'en avais envie et pas trop tarder à les faire. Je regrette un peu, mais c'est tout, c'est comme ça, et je le saurai pour la suite. Même si cette mascotte était absente, je voulais quand même qu'on retrouve cet esprit de cartoon rétro. Alors j'ai décidé d'ajouter un contour à mon texte et mes éléments. On retrouve un peu l'esprit des cartoons des années 60, notamment La Panthère Rose ou encore le générique de Ma sorcière bien-aimée. C'est pas grave parce que l'anachronisme fait partie de l'identité de notre marque. Mon but, c'est de parler au plus de générations possible, et pour toucher un maximum de générations, il fallait que je mélange les différents styles graphiques, mais pas que. Le lait, ça réunit. Tu peux boire à n'importe quel âge, n'importe quand. Quand on est bébé, on en boit le lait de maman, ou quand on est plus jeune aussi, au goûter par exemple. Quand on est plus vieux, on peut le mettre dans le café. Enfin, c'est vraiment une boisson qui est intergénérationnelle, mais surtout les dessins animés, ça touche énormément de gens parce que les enfants en consomment, nous, je veux dire les gens de mon âge
en consomment encore. Les personnes qui sont plus vieilles, qui en regardent peut-être plus, en fait sont nostalgiques. C'est pour ça que intégrer différentes époques dans ce café, c'était quelque chose de logique, quelque chose d'important, et jouer sur les anachronismes, c'est aussi quelque chose que j'adore. Le temps et les différentes époques, c'est quelque chose qui me passionne dans mes travaux, dans mes projets d'art depuis quelques années. C'est un peu ça l'esprit que je veux transmettre à travers ce café en fait. Pour le Verso, j'avais envie de m'éloigner de ce truc classique avec le logo qu'on tamponnerait. Je voulais quelque chose d'un peu plus ludique qui pourrait jouer avec les codes de l'identité du lieu, comme de bons exemples que j'ai pu trouver sur Pinterest ou Behance. Et je trouvais ça astucieux de mettre en avant la brique de lait qui traduit clairement le produit, et surtout que si on retrouve pas le logo au recto, au moins on retrouve une trace de lait au verso. Je me suis dit que ça pourrait être marrant de tamponner une paille à chaque passage de client, comme si la brique avait été utilisée. Je trouve que le style de représentation de la brique rappelle vraiment celui des cartoons, et encore plus quand on retrouve cet aspect de bichromie avec les contours. J'ai fait plusieurs tests jusqu'à obtenir celle qui me correspondait le plus. Évidemment, chaque restaurant a son propre menu. Bon, je sais que maintenant, ça s'est un peu dématérialisé avec les QR codes que tu dois scanner pour accéder à la carte, mais moi, je tiens énormément à cet aspect de toucher, de papier, de manipulation, alors je voulais intégrer un menu. Pour être honnête, pour la mise en page, je me suis fortement inspirée d'un visuel que j'avais vu sur Pinterest. J'ai été charmée par le côté diner des années 50 qu'on reconnaissait avec les carreaux, mais j'ai décidé de l'améliorer quand j'ai repris le projet. J'ai gardé les éléments qui me plaisaient et j'ai supprimé ceux qui étaient inutiles, qui n'allaient pas avec la DA. À la place, j'ai repris mes motifs de taches de vache qui correspondaient beaucoup plus à l'idée du lieu. J'ai écrit un peu au hasard des aliments qu'on pourrait retrouver dans un café, je me suis pas trop attardée dessus comme c'est un café fictif, mais j'ai quand même laissé une grosse partie pour la catégorie des boissons à base de lait, comme c'est l'élément principal de ce café. J'ai rajouté des infos sur la livraison, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Et maintenant qu'on a notre identité graphique, les déclinaisons vont être beaucoup plus simples à faire. Ça va toujours être plus ou moins les mêmes visuels, les mêmes éléments, la même typo qu'on va venir décliner sur différents supports, qu'on va venir intégrer, qu'on va pas mettre, qu'on va mettre. Et ça va être beaucoup plus simple parce que ça va être beaucoup plus minimaliste. Il faudra que des éléments essentiels. En tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir d'informations. J'attendais la réalisation des gobelets avec impatience. Parce que l'idée que j'avais dès le départ, peut-être même avant de réaliser le logo, c'était de réaliser des briques de lait à la place des gobelets. Pour moi, c'était tellement logique d'utiliser ça en guise de gobelet parce que tout simplement, c'est l'élément phare du café en fait. J'aime beaucoup cet objet de la brique de lait. Je sais pas pourquoi. Je trouve que la forme est amusante. Je trouve que graphiquement parlant, on a beaucoup de choses sympas qu'on pourrait faire. On a toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs. Tout le concept de cette mascotte en fait est parti de cette brique de lait. Et en plus de ça, c'est l'emballage le plus écolo qui existe. Beaucoup plus écolo que le verre et beaucoup plus écolo que le plastique. En soi, le visuel était plutôt simple à réaliser. Je me suis inspirée des gobelets qu'on pourrait retrouver dans les fast-food habituels. J'ai pas cherché à y intégrer trop d'éléments qui viendraient polluer visuellement l'objet. Surtout que c'est un contenant, donc pas besoin d'informations de composition ou quoi. Juste le logo et un élément graphique à la limite pour décorer. Là encore, j'ai voulu jouer avec les codes et les objets associés au lait. J'aurais aimé faire quelque chose de plus ludique et plus intéressant, alors je me suis penchée, au lieu de sacs en papier classique, sur les porte-bouteilles qu'on connaissait à l'époque. C'était surtout commun en Angleterre, au début du XXe siècle, quand les bouteilles de lait étaient livrées chaque matin sur le pas de la porte. Dans un premier temps, j'ai décidé de dessiner un visuel qu'on mettrait sur des sacs en craft, provisoirement, le temps de trouver un système pour fabriquer des porte-gobelet, un visuel vu de côté qui donnerait l'impression qu'on tient un porte-bouteille. Mais bon, entre nous, le visuel était un peu dégueulasse quand même. Alors j'ai décidé de dessiner un porte-bouteille plus joli, et tant pis si ça donne pas l'impression qu'on le porte, et j'ai ajouté une brique de lait à l'intérieur. Encore une fois, vous allez voir qu'à l'impression, c'était pas trop ça. Il s'agissait d'une idée provisoire parce que en fait mon idée 1 c'était vraiment de fabriquer en carton peut-être pliable ou je sais pas quoi, un système de packaging porte-bouteille, on pourrait poser nos gobelets et nos cookies. Il faudrait par la suite que je travaille là-dessus parce que j'avais trouvé des patrons sur internet, j'avais fait des tests mais ça donnait plus l'impression d'un pack de bière plutôt que d'un porte-gobelet comme je voulais. Il faut quand même quelque chose de assez solide mais une forme qui est pas trop moche non plus. C'est assez galère. Pour l'instant, on laisse de côté et puis je suis partie avec un sac en craft. Pour les serviettes en papier, je savais pas trop sur quoi partir. Alors j'ai fait une petite collecte dans les cafés et c'est là que j'ai pu comprendre comment la plupart des serviettes fonctionnaient. Je me suis aussi pas mal inspirée d'un compte Instagram que je trouve super intéressant car il montre l'évolution graphique des sacs d'emballage. Il s'agit de Paperback Archives et sur leur compte vous trouverez tellement d'inspiration. Après ma collecte, j'ai pu comprendre que certaines serviettes étaient totalement blanches, mais bon, je trouve ça dommage de laisser un support imprimable blanc. D'autres possédaient simplement le logo et d'autres inventent des nouveaux visuels et d'autres sont même ludiques
ludique. J'ai donc réfléchi à un nouveau visuel. Au début, je voulais illustrer une tache sur la serviette et y ajouter un petit message, un peu comme les serviettes de l'hôtel Mafouf. Mais j'ai vite compris que c'était bizarre d'illustrer une tache de lait. Alors je suis partie sur un visuel de briques qui trinquent. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et bien maintenant, passons à l'impression. C'est probablement la chose que j'ai préféré faire durant cette petite aventure de coffee shop, de création d'identité graphique, parce que c'est le moment où on passe de l'ordinateur au réel et nos projets prennent vie. C'est une satisfaction de voir qu'en fait tout le travail qu'on a fourni, il existe vraiment en fait. Même si c'est fictif, on l'a quand même dans les mains et pouvoir le manipuler, je trouve ça tellement plus intéressant que seulement se fier à un mock-up sur l'ordinateur ou un visuel en 2D. Pour ces objets, ça me paraissait évident de tout imprimer en sérigraphie. Il y en a très peu dans notre quotidien, c'est écolo, ludique, esthétique, irrégulier, comme les cartoons. Mais qu'est-ce que c'est que la sérigraphie ? C'est un procédé d'impression qui consiste à faire passer de l'encre à travers une maille à l'aide d'une racle pour être déposée sur un support à imprimer. C'est souvent considéré comme une technique de pochoir. Les couleurs sont beaucoup plus vives qu'avec une imprimante et on peut aussi imprimer en blanc. En fait, ça a vraiment les mêmes propriétés que la peinture au niveau de la texture, au niveau du maintien, au niveau des mélanges. Cette technique est devenue cotée récemment, notamment grâce aux marques indépendantes comme Forever Vacation, Suprao, Jeanne Gardement. En fait, on peut en produire une grande quantité. C'est une technique très peu coûteuse, écolo et puis jolie, car oui, l'écologie est un enjeu important dans la création de ce café. Bon, j'avoue que je vous parle comme s'il existait vraiment, mais je suis partie du principe que même s'il est fictif, pourquoi pas créer un peu tout comme si un jour il allait exister, on sait jamais. C'est pourquoi je voulais partir sur des emballages écologiques sur lesquels sérigraphier. J'ai choisi du papier recyclé, un peu plus jaune que le papier machine pour rappeler ce côté ancien et vécu. J'utilise l'atelier de mon école pour imprimer en sérigraphie. J'ai donc pu me procurer le bon matériel et les bonnes personnes. Et même si la technique paraît plus compliquée et au départ un peu plus longue que seulement sortir une feuille de l'imprimante, vous allez voir que le rendu en vaut la peine. Parce que c'est beaucoup plus amusant de faire l'impression soi-même. Une fois mes visuels finis, je viens les séparer sur 2 fichiers distincts, chacun correspondant à une couleur souhaitée. On va créer ce qu'on appelle un typon. Ça va être notre pochoir. Sur un des fichiers, je mets tous les éléments qui vont être imprimés en bleu clair et sur un autre, tous les éléments qui vont être imprimés en bleu foncé. Sans oublier d'ajouter des points de repère pour que ce soit plus simple pour caler les couleurs par la suite. Ensuite, je passe ces fichiers en noir et blanc et on imprime sur du calque. Parce que la sérigraphie, c'est une technique d'impression où le pochoir se fait à partir de la lumière. On appelle ça l'insolation. En fait, je vais disposer mon typon sur un cadre sur lequel se trouve une toile fine, la passer sous la lumière UV pendant 2 minutes et l'émulsion, le produit qu'on a appliqué au préalablement sur les cadres, va durcir là où la lumière passe. Une fois l'installation finie, je me dépêche d'aller rincer le cadre à l'eau pour que l'émulsion arrête de cuire. J'observe que tous les pores sont bien ouverts, donc qu'il n'y ait pas d'endroit où la lumière n'est pas passée, et une fois validé, je vais mettre le cadre à sécher. En attendant, je prépare ma zone de travail. J'ai déjà réfléchi à la couleur que je voulais pour imprimer mes visuels. J'avais fait des tests de différentes combinaisons de couleurs qui pourraient fonctionner ensemble. Je trouvais que le fluo aurait pu vraiment bien coller avec l'idée du café. Ça aurait renforcé l'idée d'anachronisme, de couleurs qu'on retrouve beaucoup plus dans le design graphique actuel, et ça aurait pu vraiment taper dans l'œil. Mais j'avoue que visuellement, je préférais une couleur pastel parce que je trouvais que ça correspondait mieux à l'identité du lieu, un endroit doux. J'ai commencé par choisir des couleurs dont je disposais déjà à l'école, jusqu'à faire mes propres mélanges avec du blanc et du cyan. J'ai obtenu plusieurs couleurs qui m'intéressaient, donc j'ai décidé de faire des essais avec plusieurs bleus pastels tout en gardant la base de cyan. Une fois le cadre sec, j'ai vérifié à la lumière s'il y avait des zones à corriger. À l'aide d'une sorte de palette qu'on appelle le bouge-port, je retouche les endroits où je veux pas que l'encre passe. Pour être honnête, j'ai pas eu beaucoup de corrections à faire car je trouvais que les défauts d'impression faisait déjà le charme de l'identité. C'est l'accident qui va venir créer notre identité visuelle. Je trouve que ça accentue l'effet d'objet qui vieillit à travers le temps, quelque chose qui se dégrade et même quelque chose d'irrégulier ou d'imparfait pour faire référence aux méthodes de travail de l'époque. Après ça, j'attends encore que ça sèche et je viens protéger le cadre avec du scotch pour éviter les débordements d'encre. Je cale mon papier par rapport à mon visuel, je vérifie la texture de mon encre. Une fois que ça me convient, je mets un rouleau de scotch pour faire une zone de hors contact pour éviter que la toile ne touche directement le papier au moment d'ajouter l'encre. Et là, on est prêt pour l'impression. Je mets l'encre sur la toile, je nappe à l'aide d'une raclette, je retire la cale, j'incline la raclette et je ramène vers moi. Tada! Bon, là, on n'a qu'une seule partie du visuel, mais quand on aura calé et imprimé la deuxième couleur, ce sera d'autant plus beau. Je recommence l'opération plusieurs fois, j'ajuste, je rajoute de l'encre, je change de papier, vous comprenez comment ça marche maintenant. Encore une fois, on peut remarquer que l'impression est pas totalement clean, parfois ça bave, parfois il y a des décalages, parfois le visuel n'est même pas imprimé en entier, mais encore une fois, c'est voulu et je suis même plutôt contente du résultat. Je teste d'imprimer sur d'autres supports différents, serviettes, sacs en craft et bon. Et on a enfin fini l'impression, je suis assez contente, les différentes couleurs matchent bien.
et on a vraiment cet effet irrégulier sur le papier et je trouve qu'une fois imprimé, ça rend vraiment bien. Je découpe maintenant mes visuels dans la grande marge d'erreur que j'avais laissée. C'était un peu une galère d'assumer l'irrégularité au moment de la découpe, j'avoue, parce que 3 mm ça peut tout décaler et foirer le recto verso. Mais j'ai réussi à produire la plupart des objets que j'avais en tête et je suis plutôt fière, j'avoue. Bon, je suis pas convaincue par la taille et la forme de ma brique de lait, mais j'ai mes serviettes, mon menu, mon sac, mes cartes de fidélité et j'ai même fait une version de tote bag. Bon, maintenant qu'on a tout, on peut prendre plus de recul sur l'identité du lieu, le mood que j'aimerais transmettre dans ce lieu et puis un peu tout ce que je voulais faire en fait. Ça rend vraiment un projet concret et on a presque l'impression qu'il existe vraiment. Et d'ailleurs, en parlant d'exister, vous avez peut-être vu passer il y a quelques mois ce TikTok. J'ai créé une identité graphique complète pour un coffee shop et je cherche quelqu'un pour le faire vivre. C'est parce que je cherche quelqu'un qui serait éventuellement intéressé par l'identité qu'on a créée ensemble. Et oui, je veux vendre mon identité pour quelqu'un qui souhaite ouvrir son coffee shop. Je cherche pas à être propriétaire du lieu. Moi à la base je suis graphiste. Je cherche juste à vendre mon idée parce que tout simplement on a travaillé dur, on a quelque chose de cohérent, quelque chose qui me hype. Quel graphiste n'a pas envie de voir ses projets perso prendre vie en fait? Je veux pas être propriétaire, je veux pas de ce restaurant, je veux pas que la marque m'appartienne ni rien du tout. Je cherche juste à vendre l'identité visuelle pour donner vie au lieu en fait. Moi je veux juste créer l'univers, faire les travaux parce que j'ai quand même pas mal de petites idées au niveau des travaux, au niveau des objets, des meubles, tout ce qui est intégré. Je vous promets que je déborde d'idées, des choses que j'aurais pas pu vous parler aujourd'hui parce que ça aurait été beaucoup trop long et puis parce que j'ai envie quand même de garder une petite part de mystère et de surprise. Mais en tout cas, j'ai des milliards d'idées concernant les packaging, le lieu, des engagements écolos. Je pense que dans cette vidéo, je voulais assez montrer que toutes mes idées étaient réfléchies, que tout était cohérent. Je suis prête à initier le projet. Mais toute la partie administrative, les papiers, tout ça, moi j'y connais rien, voilà. Moi je m'intéresse vraiment seulement à la partie visuelle, déco, esthétique et concept. Et je sais que c'est des conditions très ambitieuses parce que généralement quand on a notre projet, on veut que ce soit personnel, on veut que ce soit notre propre identité pour notre entreprise et pas une identité qui existe déjà et qu'on souhaite racheter. Ce qui est logique en soi, je comprends. Je lance une bouteille à la mer et je me dis que peut-être YouTube me sauvera, on sait jamais. Donc je le redis une fois, mais je cherche quelqu'un qui serait intéressé par l'identité graphique qu'on a créée ensemble, qui souhaite ouvrir son coffee shop, qui a déjà les fonds ou qui se renseigne pour, puis que je puisse lui vendre et participer aussi au projet en m'investissant dans la déco, dans l'esthétique, dans l'ambiance. Si quelqu'un est intéressé par cette identité graphique, ce concept et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, envoyez-moi un mail. Notez aussi que le lait animal c'est juste un prétexte. Évidemment, j'ai pensé à des solutions, notamment les végétaux, d'alternatives plus saines, plus écolo, plus éthiques. Je préfère le préciser même si ça me paraît évident. Je sais pas, ce serait cool que le projet prenne vie, non? Et bref, n'oubliez pas pour les personnes qui souhaiteraient voler mon travail. Cependant, je profite pour faire ma pub, mais je propose quand même des services de design. Donc si jamais vous aimez bien ce style et que vous cherchez quelque chose pour votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter par mail parce que je suis graphiste et donc je réponds aux demandes des clients. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça change un peu, bien que j'essaye de rester dans la thématique du cinéma. Et j'étais très contente de sortir cette vidéo parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis longtemps. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis écoutez, j'espère que la prochaine fois que je ferai une vidéo à propos de Milky's, ce sera pour qu'on vienne goûter ensemble un café. Enfin, ou du lait plutôt. Ouais. Bisous, à bientôt.